When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6'1" since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Chers auditeurs, avant de commencer cet épisode, nous voulions vous parler des Fabuleux Destins, le podcast de Bababam qui vous plonge dans des récits incroyables. Qu'ils soient fabuleux, mystérieux ou terribles, Andrea Brusque vous parle des destins les plus surprenants. Dans ce podcast, découvrez des histoires qui vous feront vivre des émotions, comme les conquêtes de Napoléon, les escroqueries de Rudy Kurniawan, le trafic de drogue de Shiny Flex ou encore le mystère de la bête du Gévaudan. Plongez dans ces récits hors normes et explorez les mystères les plus fous de notre monde, sur toutes les plateformes d'écoute. New York, 1949. Dans l'amphithéâtre de l'école d'art dramatique Actors Studio, les élèves ont le sourire. Devant eux, sur l'estrade, un jeune homme athlétique aux cheveux blonds leur adresse quelques mots encourageants. Ils ne le savent pas encore, mais cet acteur de théâtre de 25 ans est sur le point de devenir l'une des stars de leur génération. Son nom ? Marlon Brando. Dans la salle, James Dean, un apprenti comédien de 18 ans, sent une vague de chaleur l'envahir lorsqu'il croise le regard de Marlon, à la fin de son discours. James admire depuis longtemps le travail de cet Apollon en blue jeans. Quand tout le monde quitte l'amphithéâtre, il finit par s'approcher de Marlon et lui serre la main, un peu intimidé. Je suis votre plus grand fan. Un jour, j'espère devenir un comédien comme vous. Marlon sourit et garde sa main dans la sienne en le regardant droit dans les yeux. Soudain, il attire James vers lui et, devant tout le monde, plaque ses lèvres contre les siennes. Ce premier baiser fougueux les mène au lit quelques heures plus tard. C'est bien simple, dès le premier jour où ils se sont connus, James et Marlon sont devenus des amants. Ça, c'est la scène d'ouverture d'une légende qui circule depuis plus d'un demi-siècle. Marlon Brando et James Dean auraient été en couple. Bien que les deux hommes aient toujours démenti, leurs proches ont témoigné de cette violente histoire d'emprise entre un jeune acteur et son aîné. Tout ça au cœur du star system américain. Vous écoutez À la folie pas du tout. Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A. Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours. Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour. Comme dans les pires. C'est l'une des rumeurs les plus controversées d'Hollywood. Dans l'Amérique des 50s, les acteurs James Dean et Marlon Brando auraient entretenu une passion torride. Alors que les intéressés ont toujours nié, certains témoins rapportent une relation faite de rivalité et d'autodestruction. À l'occasion du centenaire de la naissance de Marlon Brando, nous revenons sur cette histoire non officielle révélée en 2016 dans un livre de Darwin Porter et Danforth Prince. Blue jeans, t-shirt blanc près du corps, blouson en cuir. Dans les mois qui suivent leur rencontre, James adopte la panoplie du parfait petit Brando. Au tout début des années 50, Marlon est déjà une référence dans le milieu du théâtre et du cinéma. Son jeu hyper réaliste, son physique de rêve et son charisme viril font tourner les têtes. Lorsque James et Marlon se rencontrent, le futur parrain a déjà une belle carrière derrière lui. La pièce Un tramway nommé Désir, dans laquelle il joue le premier rôle, remplit les salles de Broadway depuis déjà plusieurs années. On le dit lunatique, parfois colérique,
mais immensément talentueux. De James, lui, on ne dit rien. À son arrivée à New York, c'est encore un parfait inconnu. Depuis son enfance dans l'État de l'Indiana, son air efféminé et son goût pour le théâtre lui attirent rejet et moquerie. Lorsque Brando l'aperçoit dans les tribunes de l'Actors Studio, il est immédiatement attiré par son air un peu androgyne. Après leur premier rendez-vous, les deux acteurs commencent à se fréquenter en secret. Mais cette relation n'est pas sans danger. À l'époque, aux États-Unis, l'homosexualité est encore considérée comme une maladie mentale et punie par la loi. James et Marlon peuvent être arrêtés à tout moment, même lorsqu'ils sont seuls dans leurs appartements. Cette répression homophobe est loin de décourager James. Après tout, il fréquente le grand Brando, la star de Broadway. Et ça, pour un jeune comédien qui rêve de crever l'écran, ça n'a pas de prix. Décembre 1950. À Central Park, James sort précipitamment des toilettes publiques. Il fourre quelques billets dans la poche de sa veste, l'air fuyant. Il s'avance vers un kiosque où il commande une bière et reprend sa route. L'alcool le détend petit à petit. Il est arrivé de Los Angeles quelques mois plus tôt, en espérant que sa carrière d'acteur décolle. Mais au lieu du succès, il a trouvé la misère et la faim. À tel point qu'il est parfois obligé de vendre son corps pour survivre. Ce qui vient encore d'arriver, ce matin-là. James lève la tête et observe la rue qui borde le parc. Une grande affiche en noir et blanc se dresse, avec un visage qu'il connaît bien désormais. Celui de Marlon Brando, à l'affiche du prochain film d'Elia Kazan, Un tramway nommé Désir. Grâce à cette adaptation de la pièce de Tennessee Williams, le succès va passer des planches au grand écran. Il reconnaît ses bras musclés, son regard intense et son air de mâle invulnérable. Cela fait déjà plus d'1 an que James fréquente cette star que tout le monde s'arrache. Au début, il s'est dit que cette relation allait l'aider à faire avancer sa carrière. Et tant pis pour sa liaison d'alors avec Rogers Brackett, son protecteur et petit ami, qui aurait préféré une relation monogame. Le producteur de radio, un peu plus âgé que James, l'a présenté à toutes ses connaissances et a tout fait pour pousser sa carrière. Malgré ça, James n'est pas du genre à se contenter d'un seul homme, ni d'une seule femme d'ailleurs. D'habitude, en amour, il n'en fait qu'à sa tête et passe d'un flirt à l'autre sans trop se poser de questions. Avec sa gueule d'ange, il a l'art de faire tourner les têtes et en profite pour obtenir des faveurs, rencontrer des gens importants, se faire une place dans le monde sans pitié du cinéma. Mais ce genre de combine, ça ne prend pas avec Marlon. À vrai dire, la star n'a aucune intention d'aider James à percer dans le milieu. Quelques jours plus tard, l'aube se lève sur New York. La veille au soir, James a rejoint Brando dans son appartement. Il est allongé sur le lit. La tête lui tourne après la nuit qu'il vient de passer avec Marlon. Il ouvre la fenêtre pour respirer un peu d'air frais, quand Brando sort de la salle de bain, une serviette enroulée autour des hanches. Il semble frais comme après une bonne nuit de sommeil, et regarde James avec un air interrogateur. « Qu'est-ce que tu fais encore là, toi ? Je me disais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble. J'ai pas le temps, mon petit. On se verra une autre fois. Tu peux y aller. » James accuse le coup. Pas de mots doux, pas de confidence, pas vraiment de sentiments non plus, du moins du côté de Marlon. Même quand la star apprend que James n'a pas un sou en poche, qu'il dépend de la générosité de ses amis et qu'il va parfois jusqu'à se prostituer pour se payer un repas, il ne vient pas à l'idée de Marlon de l'aider. James, lui, se contente de ce que Brando veut bien lui donner. Du sexe et encore du sexe. Il a conscience de n'être qu'un nom sur une longue liste d'amants. Mais ce qui le blesse, c'est que Marlon ne voit pas au-delà de son corps élancé et de ses traits fins. Pour la star, qui a déjà une réputation de sex machine, cette relation n'est qu'une occasion de satisfaire son immense appétit sexuel. Le reste ne semble pas vraiment l'intéresser. Finalement, James se sent bien qu'il n'a aucun poids dans cette relation. Au lieu d'essayer de renverser la tendance, il va s'enfoncer avec lui dans une relation de plus en plus sombre. Jusqu'où ira Jimmy Dean pour gagner les faveurs de Marlon ? Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien,
écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Hiver 1951. Rogers Brackett regarde James Dean engloutir un bol de céréales, debout dans sa cuisine. James a débarqué chez lui sans prévenir, comme d'habitude. Il sait qu'il trouvera toujours la porte ouverte et un repas chaud. Rogers est son compagnon officiel, du moins aussi officiel qu'on peut l'être dans le monde de James, qui ne dit jamais non à une nouvelle aventure. D'ailleurs, ce matin-là, Jimmy n'a qu'un seul mot à la bouche. Brando, 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 Brando. Va-t-il l'appeler ce soir ? Pourquoi est-ce qu'il ne l'invite pas plus souvent ? Mal rasé, les cheveux en bataille, la chemise à moitié ouverte, ce matin, James a l'air d'un débraillé, comme quelqu'un qui a passé la nuit dehors. Quand soudain, Rogers entrevoit des marques brunes sur son torse. Il fronce les sourcils. « Attends, Jimmy, c'est des brûlures de cigarettes, ça, non ? C'est lui qui t'a fait ça ?» James se fige et lui lance un regard noir. Sans un mot, il quitte l'appartement en claquant la porte. Dès les premiers mois, James et Marlon s'engagent dans une relation où la violence a le premier rôle. Quelques jours plus tard, c'est l'aube à New York. La chambre de Brando est en désordre. Une légère odeur de tabac flotte dans l'air. Marlon regarde James, qui s'est endormi à ses côtés. C'est le calme après la tempête. L'acteur caresse doucement son visage, ses lèvres pulpeuses, ses cheveux rabattus vers l'arrière. Il faut bien le reconnaître, c'est vraiment un beau mec. James ouvre les yeux et sourit. Sans l'avouer à Marlon, il attend fiévreusement ces rares moments de tendresse qui surviennent parfois après l'amour. Depuis leur rencontre, la carrière de Marlon a explosé. Le film Un tramway nommé Désir est sorti au mois de septembre 1951 et il a propulsé l'acteur vers les sommets de la gloire. Depuis, c'est bien simple, tout le monde le veut. Alors James, qui peine encore à se faire repérer, se trouve chanceux de partager le lit de son idole. De leur côté, les directeurs de casting le repoussent à cause de son allure qu'ils trouvent trop efféminée pour les standards de l'époque. Le jeune homme se lève, se rend dans la salle de bain et regarde son reflet dans la glace. Une large marque rouge encercle son cou, là où il a supplié Marlon de serrer une ceinture, encore et encore, jusqu'à l'extase. Il sourit, un peu rêveur, et se passe un peu d'eau sur le visage. Il raffole du côté dominateur de Brando. Au lit, il s'abandonne à lui et repousse toujours un peu plus ses propres limites. Après ça, il flotte. Il se sent apaisé. La douleur fait partie du plaisir. Cette relation de domination entre les deux acteurs dépasse rapidement le cadre sexuel. Et au-delà des jeux érotiques, l'humiliation n'est jamais loin. Avril 1952, New York. Cela fait quelques semaines que James n'a pas vu Marlon, occupé par la promotion d'un de ses films. James a appris qu'il était rentré la veille, mais il n'a pas encore eu de ses nouvelles. Au fil des heures, l'espoir qu'il l'appelle s'est changé en vexation, puis en idée fixe. Il doit découvrir ce que fait Marlon, et surtout, avec qui. Alors, dans un coup de folie, il décide de l'espionner. Caché à l'angle d'une rue, il observe son amant, qui passe la soirée avec un autre jeune homme dans un bar du quartier. James est assez proche pour reconnaître distinctement leur visage. À chaque œillade, à chaque sourire, à chaque fois que Brando pose la main sur l'épaule de son ami, James sent son cœur se serrer. Finalement, le couple sort et passe devant lui, en direction de l'immeuble de Marlon. Un instant, James pense avoir été reconnu, mais il les suit incognito et s'installe sur un banc, bien en vue depuis la chambre de Brando. Dans la nuit froide, il imagine ce qui est en train de se passer là-haut. 1 heure passe, sans qu'il ne quitte son banc. Et puis, Brando apparaît à la fenêtre de sa chambre. Il se penche et lui crie « Hey Jimmy, tu veux monter nous regarder ?» C'est la douche froide. James s'est fait prendre à son propre jeu. Mais il ne peut décidément rien lui refuser et se dirige docilement vers la porte de l'immeuble.
Le sadisme de Brando n'est pas seulement sexuel. Il déborde de partout, comme si l'acteur voulait voir jusqu'où James était prêt à aller pour lui. À l'époque, on les voit souvent fourrés ensemble, dans les rues de New York. Mais ni les premiers succès télévisés de James, ni le temps qui passe ne feront naître de sentiments ou même de respect chez Marlon. La dynamique de leur relation reste la même. Dans le milieu, on murmure que James est devenu le petit chien de Brando. Jimmy multiplie les nuits passées dehors, à attendre devant l'immeuble que Marlon lui ouvre. La plupart du temps, il repart à l'aube, triste et bredouille. Mais cette cruauté ne change pas l'état d'esprit de James. Malgré les prétendants qui se bousculent à sa porte, il préfère toujours les bras de Marlon. Marlon se laisse attendrir parfois. Après tout, James est pour lui un soupirant parmi d'autres. Et même s'ils vivent une intense passion sexuelle, il ne lui a jamais promis le grand amour. De temps en temps, quand il l'aperçoit sur son banc, en bas de l'immeuble, il le prend en pitié. Il descend le chercher et l'emmène au restaurant manger un steak saignant. Les deux hommes naviguent dans les eaux troubles du polyamour, dans une société où leur relation leur fait risquer la prison. Pourtant, ils s'affichent ensemble dans certains événements et dans le petit milieu du cinéma américain. À partir de 1953, la carrière de James décolle enfin. Mais avec ses jeans et ses blousons en cuir, la presse a tôt fait de le comparer à Marlon. Alors que James tente d'imposer son propre style, comment sa relation avec Brando va-t-elle évoluer face à cette compétition forcée ? Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Février 1953. Il fait déjà jour dans le salon de Rogers Brackett. La journée est déjà bien avancée, mais Jimmy Dean ouvre à peine les yeux. À ses côtés, son ancien petit ami le regarde en fumant une cigarette. Les deux amoureux ont rompu. Depuis quelques jours, Jimmy dort sur le canapé. Alors qu'ils partagent un café, il confie à Rogers ses espoirs. Après quelques castings qui se sont bien déroulés, il a repris foi en l'avenir. Tu vois cette série télé, I Remember Mama ? J'aimerais beaucoup avoir le rôle de Nels. Je pense que ça pourrait me lancer. Rogers lui sourit et hoche la tête sans lui répondre. Il connaît bien le tout premier interprète de ce rôle. Dans la version théâtrale de cette série à succès, Nels était incarné par un certain Marlon Brando. En fait, cela fait quelque temps que James s'est mis en tête d'obtenir les rôles rejetés par Marlon. Rogers a fini par comprendre que derrière cette obsession qui le dépasse, se cache un rêve encore inaccessible pour James. La gloire, le succès, le cinéma. Et surtout, une immense admiration. Quand James connaît ses premiers succès, les similitudes entre les deux acteurs n'échappent pas au petit monde du cinéma. Mais la dynamique de sa relation avec Marlon change. En quelques mois, une profonde rivalité naît entre les deux hommes. Le lendemain, James est assis sur les confortables banquettes en cuir d'un café et regarde par la fenêtre en trépignant d'excitation. Cela fait longtemps qu'il n'a pas été d'aussi bonne humeur. Il cherche quelqu'un. Et le voilà qui arrive. C'est Brando, incognito derrière de grosses lunettes noires. Cela fait maintenant presque 4 ans que les deux acteurs se fréquentent. Et même si le romantisme n'est pas toujours au rendez-vous, il leur arrive parfois de boire un café ensemble, lorsque Marlon n'est pas en tournage. La star d'un tramway nommé Désir mâchouille un cure-dent et salue Dean d'un léger hochement de tête en s'asseyant en face de lui. Brando n'est pas connu pour sa personnalité chaleureuse, mais là, James le sent glacial, comme s'il était en colère contre lui. Les deux hommes commencent tout de même à discuter. Dean parle de son espoir d'être casté pour la pièce L'Immoraliste, adaptée du roman d'André Gide, qui doit avoir lieu à Broadway. Et là, Marlon tique. Mais il se prend pour qui, lui ? Pour le grand Brando ? Cette comédie n'a que trop duré. Écoute, Jimmy, je t'arrête tout de suite. Ça sert à rien que tu te voiles la face. Et personne n'ose te le dire.
Le cinéma, le théâtre, la vie d'acteur, tout ça, c'est pas pour toi. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu n'as aucun talent. James se fige. La tirade le cueille comme un uppercut. Il sent les larmes monter, mais il ne laisse rien paraître. Brando continue. Leur relation commence à se savoir et il n'est pas question qu'il ternisse sa réputation pour une histoire pareille. La sentence finit par tomber. Il ne veut plus jamais le revoir. Dans les jours qui suivent, James repasse la scène en boucle dans son esprit. Le choc laisse place à l'amertume et à la colère. Brando a beau être une immense star, il a dépassé les bornes. Trop, c'est trop. Vexé, James décide de s'en prendre à son ancien amant, de préférence derrière son dos. Dans les soirées mondaines, on l'entend souvent imiter le jeu d'acteur de Marlon avec ironie, en reprenant certaines répliques cultes d'un tramway nommé Désir. Brando ne tarde pas, lui non plus, à prendre plaisir à ce petit jeu. Il imite aussi James, en surjouant ses manières efféminées et ses coups de sang déjà légendaires dans le milieu. En public, les ex-amants font tout pour s'humilier l'un l'autre. La rupture entre James et Marlon ne dure pas longtemps. Bientôt, leur passion reprend son cours, entre attirance incontrôlable et une certaine détestation. Cette tension entre le désir et la haine les ramène bientôt dans les bras l'un de l'autre. En 1954, James prend l'avion jusqu'à Los Angeles. Après quelques semaines sans voir Marlon, il n'a pas pu s'empêcher de faire le voyage jusqu'au studio où est tourné Désiré, un film d'époque dans lequel Marlon incarne Napoléon Bonaparte. Là-bas, Jimmy l'observe jouer et rencontre même Movita Castaneda, la compagne de Brando, qui deviendra son épouse quelques années plus tard. L'ambiance est détendue et même Marlon semble heureux de le voir. Malgré toutes les épreuves traversées, les rumeurs de rivalité et les articles de presse, une seule chose les unit jusqu'au bout, la magie du cinéma. Il est minuit à New York. Une pluie glacée s'écrase sur le macadam. James marche dans la rue en compagnie de sa petite amie de l'époque, Anna Marie Pierangeli. Smoking impeccable pour l'un, manteau de fourrure pour l'autre, le couple incarne à la perfection le glamour des 50s. Cette image, c'est celle que l'on a gardée de James Dean. Un homme séduisant, toujours au bras d'une jolie fille, connu pour son charisme et ses éclats de colère. Anna passe la main sur la veste de son homme et sent une forme pointue. Mon chéri, tu sais que je n'aime pas ça. Tu m'avais dit que tu allais abandonner cette sale habitude. James fronce les sourcils et sort l'objet de sa veste. C'est un petit couteau, plié en deux, qu'il fait jouer d'un air sérieux en regardant Anna. Comment je suis censé me défendre alors ? Tu peux me le dire ? Depuis quelques mois, il ne sort jamais sans sa lame et ne perd pas une occasion de la brandir. Il n'a rien trouvé d'autre pour empêcher de tout New York de l'appeler par ce surnom qui le rend fou. Mickey Mouse Marlon Brando. Autrement dit, le Marlon Brando du pauvre. Malheureusement, ce n'est pas le premier pas de Dean vers la violence, ni le dernier. Sa rivalité avec Marlon est un véritable déclencheur, l'étincelle qui met le feu aux poudres. Les mois qui suivent, l'acteur s'engouffre dans une spirale autodestructrice, jusqu'à ce que la mort le rattrape et qu'il devienne une icône à jamais. Aujourd'hui, 70 ans après la mort de James et 20 ans après celle de Brando, que reste-t-il de leur relation dans l'histoire queer ? Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. 30 septembre 1955. En Californie, sur la route 466, James Dean écrase l'accélérateur de sa Porsche. Cela fait presque 4 heures qu'il a quitté Los Angeles en direction de Salinas, où ce passionné d'automobile est inscrit à une course. Il a déjà été verbalisé quelques heures plus tôt, mais il s'en fiche. Les cheveux au vent, il ressent enfin la vague d'adrénaline qu'il recherchait.
Quelques mois plus tôt, il a décroché un nouveau premier rôle dans La Fureur de vivre, réalisé par Nicholas Ray. Enfin, les gens vont voir qu'il n'est pas un simple imitateur de Brando. Le monde entier va le connaître pour son talent. Le tournage a été éprouvant et l'acteur veut passer ses nerfs, mais fait un pas de trop vers l'abîme. Lorsqu'une voiture rouge lui coupe la route, James n'arrive pas à l'éviter. Il meurt sur le coup, à l'âge de 24 ans. Dès l'instant où la nouvelle est annoncée, Marlon Brando nie toutes les rumeurs qui le lient à Jimmy Dean. Il n'en démord pas. Il l'aurait rencontré sur le tournage de À l'Est d'Éden, le film d'Elia Kazan, en 1952. Et c'est tout. Pas de baiser, pas de séduction, pas de partie de jambes en l'air. Cette version, ce sera l'histoire officielle, martelée jusqu'à la mort de Brando en juillet 2004. Los Angeles, janvier 1956. Marlon fait les 100 pas dans le salon de son ami, l'écrivain Truman Capote. Un épais scénario est posé sur la table à côté de lui. Jimmy est mort il y a quelques mois. Déjà, plusieurs producteurs ont demandé à Marlon de participer à un film qui retracerait sa vie, de jouer son rôle. Pour une fois, c'est lui qui prendrait la place de Jimmy Dean, et pas l'inverse. Depuis sa mort, il a parfois un léger pincement au cœur en pensant à lui. Personne ne devrait mourir de cette manière, d'un coup du lapin à 24 ans. Mais dans l'ensemble, c'est toujours l'agacement qui l'emporte. James était instable. À la fin, on le disait même un peu fou. Pourtant, depuis le 31 septembre 1955, on parle de lui comme s'il était un saint. Marlon fait tourner le whisky dans son verre, l'avale d'une traite et le remplit à nouveau, sous le regard inquiet de Truman. L'écrivain l'interpelle. Alors, tout le monde veut savoir s'il va accepter de faire ce film. Si on faisait un film honnête, je le ferais, pour que ses fans arrêtent de l'idéaliser. Mais là, les scripts en font quelqu'un qu'il n'était pas. Dean, c'était un gamin complètement paumé, comme tous ceux qu'on croise dans les bas-fonds de New York. Parfois, il avait un sérieux problème dans le ciboulot. Pas la lumière à tous les étages, si tu vois ce que je veux dire. Face à son ami, l'écrivain déglutit. Il ne s'attendait pas à des paroles aussi dures. Bien sûr, le tout Hollywood était au courant de leur concurrence, et il sait que Brando a toujours été très critique vis-à-vis de James. Mais maintenant que Dean est mort, leur rivalité n'a plus lieu d'être. Ce film aurait été un bon moyen d'enterrer la hache de guerre et de rendre hommage à son rival. Pourtant, Marlon continue. Pour moi, Monsieur James Dean ne mérite qu'une seule chose, qu'on l'oublie, avec tous les ratés dans son genre. Ce genre de propos, Marlon les a tenus à plusieurs reprises au cours de sa vie. Qu'il soit mort ou vif, James Dean lui inspire un profond dédain. L'acteur d'un tramway nommé Désir n'est pas connu pour son romantisme. Au fil du temps, ses anciennes épouses ou même ses collègues actrices ont souvent pointé son caractère difficile, pour ne pas dire abusif. Alors, ce mépris pour James cacherait-il une liaison secrète ? Ou peut-être que Marlon a simplement compris qu'il ne pourrait jamais se débarrasser du fantôme de son rival. Aujourd'hui, ni James ni Marlon ne sont là pour raconter ce qu'ils ont vécu ensemble. De leur vivant, aucun des deux n'a reconnu cette liaison, malgré les nombreux témoignages. Nombreux sont les cinéphiles qui considèrent les 50s comme l'âge d'or d'Hollywood. Bien avant les réseaux sociaux, la culture de la télé-réalité et de l'influence, les stars de cinéma étaient entourées d'une aura de mystère. Mais cette culture du secret allait avec son lot de scandales étouffés, d'histoires poussées sous le tapis des convenances et de ragots invérifiables. D'autant plus quand il s'agissait de personnes LGBTQI+, dont l'orientation sexuelle était criminalisée, moquée et, au mieux, invisibilisée. Marlon Brando et James ont tous les deux assumé leur bisexualité de leur vivant. Pourtant, dans la légende qui s'est créée autour de chacun d'eux, on ne retient que leurs attributs et leurs rôles les plus virils. Marlon, dans l'imaginaire populaire, c'est le mafieux, les blousons de cuir, le violent désir des femmes. Le mythe James Dean, lui, en a fait un rebelle sacrifié, viril et sûr, lui aussi, de son succès auprès de la gente féminine.
Mais dans tout ça, leur orientation sexuelle est le plus souvent mise de côté. Dans notre histoire culturelle, l'invisibilisation des personnes queer est un problème sérieux, souvent négligé. Les médias, les films, les séries télé ne les montrent souvent que sous des angles stéréotypés, renforçant ainsi les préjugés et l'ignorance du public. Mais depuis quelques années, les choses changent au cinéma. À Hollywood, les personnes LGBTQI+, sont davantage représentées. D'autres, comme Elliot Page ou Hunter Schafer, ont même fait leur transition de genre sous les caméras. Cette histoire, qu'elle soit véridique ou non, montre bien que les personnes queer ont toujours existé. Parfois, elles se cachent derrière les visages auxquels on s'attend le moins. Alors oui, le Hollywood mystérieux des années 50, ça fait rêver. C'est le glamour à l'état pur. Mais lorsque l'histoire passe au filtre de l'hétéronormativité, c'est tout un chapitre qui passe à la trappe. Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Lucie Kerverne, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Matthew Rock. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.